Bonjour à tous, nous allons voir l'histoire naturelle de la coiffe des rotateurs. Connaître l'histoire naturelle d'une pathologie est toujours très intéressant car à partir du moment où vous décidez de la traiter, et notamment du point de vue chirurgical, il faut que vous soyez absolument sûr de faire mieux que la nature. Alors, un élément qu'on connaît déjà depuis longtemps grâce à ces différentes études, qui sont des études faites sur des populations asymptomatiques, en analysant leur épaule, soit avec des échographies, soit avec des IRM, on en tire un premier constat qui est le suivant: plus on est vieux, plus les ruptures de la coiffe sont fréquentes. Alors je vous reparlerai souvent de cette étude de Yamaguchi qui a suivi une cohorte de patients chez lesquels il a fait une analyse échographique, et le critère d'inclusion de ces patients était qu'ils aient d'un côté une épaule asymptomatique et de l'autre côté une épaule douloureuse. Et ainsi, sur les 588 patients inclus, il a constaté que 177 avaient une rupture de la coiffe contralatérale, alors même que l'épaule était asymptomatique. Il est intéressant également de noter que dans cette cohorte, l'âge moyen des patients qui n'avaient pas de rupture était de 48 ans, de 58 ans pour ceux qui avaient une rupture unilatérale et de 68 ans pour ceux qui avaient une rupture bilatérale. Alors pourquoi est-ce que les patients, ou certains patients, font une rupture de la coiffe des rotateurs? Comme vous le savez, il y a beaucoup de facteurs qui ont été incriminés, des facteurs intrinsèques, des facteurs extrinsèques, et parmi les facteurs intrinsèques, il y en a un important qui est lié à l'âge, du fait de l'hypovascularisation tendineuse, du fait de la différence d'élasticité entre les deux couches superficielles et profondes, sans doute à l'origine des dissections lamellaires, et à cause de facteurs cellulaires comme l'apoptose cellulaire ou le stress oxydatif. Il y a aussi des facteurs extrinsèques qui sont liés à l'hyperutilisation de l'épaule, liés par exemple à la profession, au côté dominant, au sport réalisé, mais aussi à tout un tas d'autres pathologies comme le diabète, le tabac, des facteurs génétiques et même le cholestérol. Le facteur extrinsèque le plus connu est bien sûr le conflit sous-acromial, comme vous voyez ici, où la tête de l'humérus avec la coiffe des rotateurs passe de façon très ajustée sous le ligament acromio-coracoïdien et le rebord antérieur de l'acromion. Et effectivement, suite à la théorie de Neer, la forme du rebord antérieur de l'acromion a été incriminée comme cause de conflit et comme cause de survenue des ruptures de la coiffe des rotateurs. À quoi est liée cette conclusion? En fait, elle est liée à l'analyse de la forme de l'acromion par Morrison et Bigliani en 1986, qui ont décrit un acromion plat, un acromion courbe et un acromion crochu, et qui ont étudié, en fonction de ces différentes formes, quel était le taux de rupture de coiffe dans la population concernée. Seulement 3% pour les acromions plats, 27% pour les courbes et 70% pour les acromions crochus. La déduction était donc très rapidement faite de dire que plus l'acromion était courbe ou crochu, plus il y avait un risque d'avoir une rupture de la coiffe des rotateurs, et c'est donc la théorie extrinsèque des conflits. Alors est-ce que c'est la vérité? Eh bien, c'est pas tout à fait sûr, et peut-être qu'en fait, ça n'est pas le bord antérieur de l'acromion qui est fautif, mais le bord latéral. Nous allons voir cela un petit peu plus en détail. En effet, il y a une notion importante à connaître qui s'appelle le wrapping angle, qui est en fait l'angle d'enveloppement du tubercule majeur par le deltoïde. Vous savez tous que le deltoïde, lors de sa contraction, exerce une force d'ascension, mais en fait, du fait de cet angle, il exerce également une force de compression. Alors tout ça avait déjà été bien noté et rapporté par Olivier Gaget en 2000. Vous voyez très bien sur cette vue anatomique supérieure et sur cette vue d'IRM comment le deltoïde contourne le tubercule majeur avant de venir s'insérer sur l'humérus. Et donc, on peut en fait analyser la force du deltoïde lors de sa contraction en une force ascendante, certes, mais aussi en une force de compression de la tête contre la glène. Ainsi,
les patients qui ont un acromion très large, dont le débord latéral déborde beaucoup, comme ça, vont avoir essentiellement, lors de la contraction du deltoïde, une force ascendante et relativement peu de force de compression. Il va donc y avoir une tendance à faire monter la tête et à faire souffrir la coiffe des rotateurs. A l'inverse, pour les patients qui ont un acromion court, l'angle est très nettement marqué et la force de compression devient alors importante, pouvant même créer des contraintes au niveau de l'articulation gléno-humérale et exposant ainsi à l'arthrose. Alors, est-ce qu'on a des preuves de cela, qu'un acromion large prédispose à des lésions de la coiffe et qu'un acromion court prédispose à l'arthrose? Eh bien oui, et en plus on a des preuves sur de simples radiographies de face. On a 2 études qui ont été menées par des chirurgiens de l'équipe de Gerbert, Niffler tout d'abord, qui a décrit l'acromion index, dont je vais vous reparler, et Moore ensuite, qui a décrit le critical shoulder angle. Donc l'acromion index, vous voyez, c'est ce rapport entre cette distance-là et cette distance-là. Donc Niffler, il a analysé une population dans laquelle des patients avaient une épaule normale, d'autres avaient une rupture de coiffe et d'autres avaient une arthrose. Il a constaté que la population normale avait un index acromial de 0,64, qu'il était de 0,60 chez les arthrosiques, ce qui est peu différent, mais qu'il était de 0,73 chez les patients ayant une rupture de coiffe, ce qui est significativement différent et témoigne d'un débord acromial plus important. Quant à Moore, avec le critical shoulder angle, il a constaté que dans la population normale, il était entre 30 et 35 degrés, qu'il était supérieur à 35 degrés dans la population avec une rupture de coiffe, ce qui était significatif, mais qu'il était inférieur à 30 degrés dans la population avec arthrose, ce qui était également significatif. Ainsi, cet angle isole de façon relativement intéressante les 3 populations. Alors, est-ce qu'il y a une relation finalement entre le bord antérieur de l'acromion tel qu'il avait été décrit par Morrison et Bigliani et l'index acromial ou le critical shoulder angle? Nous allons voir ça, et en fait, plutôt que d'analyser cette classification qui ne se révèle pas très fiable, nous avons utilisé la classification de Park qui est décrite ici. À l'occasion du symposium de la SFA en 2013 sur l'acromion, nous avons réalisé une étude prospective concernant une population de rupture de coiffe. Nous avons analysé l'index acromial et nous avons retrouvé une valeur de 0,75 anormalement élevée, le critical shoulder angle avec une valeur de 38 degrés qui est également anormalement élevée. Et nous avons également étudié la répartition des grades de Park pour constater que 16% avaient un type 1, 52% un type 2 et 32% un type 3. Et quelles sont les conclusions de cette étude? Eh bien, il y en a 4 qui sont intéressantes. Tout d'abord, l'index acromial et le critical shoulder angle sont corrélés au grade de Park. Plus l'index acromial ou le critical shoulder angle sont élevés, plus le grade selon Park est élevé. Les ruptures de la face superficielle sont corrélées à un grade de Park plus élevé. Un âge élevé est corrélé à un grade de Park plus élevé, mais pas à un index acromial ou un critical shoulder angle élevé. Et enfin, les travailleurs manuels ont un grade de Park plus élevé. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut conclure de tout cela? On peut en conclure une hypothèse biomécanique, que nous disposons tous d'un élément constitutionnel qui est la forme de notre acromion, qui est plus ou moins débordant et qui nous expose plus ou moins à une rupture de coiffe ou à une arthrose. Et quand on est exposé à une rupture de coiffe, eh bien les contraintes qui vont s'exercer sur la voûte acromiale et sur le ligament acromio-coracoïdien vont progressivement modifier la forme de l'acromion, si bien que cette forme du rebord antérieur de l'acromion est quelque chose qui est acquis secondairement à la rupture de coiffe et qui n'est pas la cause de la rupture de la coiffe des rotateurs. Alors,
où commencent les ruptures de la coiffe? Eh bien, selon Madsen, elles commenceraient à la partie antérieure du supraépineux. Et il est important à ce sujet de rappeler des éléments anatomiques récents qui ont été décrits par Mochizuki sur l'insertion respective du supraépineux et de l'infraépineux. Et vous voyez qu'en fait, l'insertion du supraépineux est beaucoup plus petite qu'on ne pouvait l'imaginer, située à la partie tout antérieure du tubercule majeur, très près du sillon intertuberculaire. Alors que l'insertion de l'infraépineux, elle, vient très en avant sur le tubercule majeur, comme vous pouvez le voir ici. Et ceci est important parce que, en fait, toujours avec l'étude de Yamaguchi, il a été montré que le début des ruptures de la coiffe des rotateurs siège environ 15 mm en arrière de la gouttière bicipitale, ce qui correspond grosso modo à la jonction entre l'insertion du supraépineux et l'insertion de l'infraépineux, selon ce qui a été décrit par Mochizuki. Donc voilà en arthroscopie où siège la lésion initiale habituelle des ruptures de coiffe dégénératives. Comment s'étend ensuite cette rupture de la coiffe et quelles en sont les conséquences cliniques? Comment ça évolue depuis ce tout petit trou que vous voyez ici, du temps où on faisait les réparations de coiffe à ciel ouvert, à cette rupture plus importante? Eh bien, en ce qui concerne la douleur, on dispose de quelques renseignements grâce à l'étude de Moll, toujours basée sur la cohorte de Yamaguchi, et qui a analysé les 135 épaules contralatérales asymptomatiques avec une rupture de la coiffe des rotateurs. Donc je vous rappelle, les critères d'inclusion, c'est d'un côté une épaule symptomatique, de l'autre côté une épaule asymptomatique. Dans sa population, il y avait parmi les épaules asymptomatiques des patients qui avaient déjà une rupture de la coiffe des rotateurs. 27% avaient une petite rupture, 68% une moyenne et 10% une large. Eh bien, le premier élément, c'est qu'on constate qu'entre l'épaule symptomatique et l'épaule asymptomatique, il y a une différence significative en ce qui concerne la taille de la rupture de la coiffe. Et ce qu'on observe également, c'est que lorsqu'on suit ces patients dans le temps, 51% deviennent symptomatiques en moyenne 3 ans après le recrutement, et que cela correspond toujours à une rupture qui s'est élargie dans le temps. Maintenant, en ce qui concerne la force, c'est très intéressant, car il faut en fait bien comprendre que ce petit trou dans la coiffe ne va pas provoquer beaucoup de changements dans la force, alors que dès qu'il va venir beaucoup plus important, il peut y avoir des modifications, ce qui explique toutes les variabilités qui peuvent exister lors du testing. Et en effet, cette étude de Halder montre bien qu'un petit trou dans le supraépineux tel que vous le voyez là diminue la force simplement de 1%, que tant que le trou est circonscrit au rotateur cable, la diminution de la force reste modérée, 11%, mais par contre, dès que l'extension est plus importante, on a alors une diminution de la force de pratiquement la moitié. Et tout ça vous explique la variabilité du testing, et notamment la variabilité du testing du supraépineux. Alors ensuite, en ce qui concerne le testing et la mobilité, comment ça se passe? Soit la rupture de la coiffe va s'étendre vers l'arrière. Au début, on a cette petite rupture, 15 mm en arrière de la gouttière du supraépineux, qui va s'étendre à tout le supraépineux, puis à l'infraépineux, puis au petit rond. Eh bien, en fait, du point de vue clinique, à ce stade, vous aurez un testing normal. À ce stade, vous aurez un testing normal ou éventuellement une manœuvre de Job positive. À partir du moment où l'infraépineux commence à être entamé, vous aurez une diminution de la force en rotation externe. Lorsque l'ensemble de l'infraépineux et du supraépineux sont atteints, vous aurez un external rotation lag sign. Et enfin, lorsque l'ensemble de la rupture concerne supraépineux, infraépineux et petit rond, vous aurez un signe du clairon. Voilà quelques exemples. Ici, l'exemple d'un external rotation lag sign et à droite, l'exemple caractéristique d'un signe du clairon. Maintenant, si la rupture s'étend vers l'avant, donc à partir de cette rupture du supraépineux, on va avoir une atteinte de la partie supérieure du subscapulaire,
puis de l'ensemble du subscapulaire et finalement un échappement antérieur de la tête. Eh bien, du point de vue clinique, on va avoir un testing normal au départ, un belly press test ou un Beruk test positif lorsque la partie supérieure du subscapulaire est atteinte, un lift-off test positif lorsque l'ensemble du subscapulaire est atteint, et enfin à ce stade, une épaule pseudo-paralytique. Donc voilà deux exemples. Vous avez ici à gauche l'exemple d'un Beruk test positif et à droite l'exemple typique d'une épaule pseudo-paralytique qui a par contre conservé une excellente rotation externe puisque la coiffe postérieure est conservée. Maintenant, quelle est la conséquence d'une rupture de la coiffe sur le muscle? Eh bien, sur le muscle, on va avoir une modification de l'angle de pénation. Ça a bien été montré par Gerbert et vous voyez que la constitution du supraépineux est en fait la même que celle d'une plume, avec une orientation des fibres qui viennent s'attacher sur le tractus fibreux. Et à partir du moment où il y a une rupture de coiffe et où le tendon se rétracte, eh bien on a une modification de l'angle de raccordement des fibres musculaires sur le tractus fibreux. Voilà ce que ça donne, cette modification de l'angle, et à l'intérieur de l'espace créé par la modification de l'angle peuvent venir se mettre des éléments graisseux qui sont responsables de la classique infiltration graisseuse observée sur les muscles et qui a été décrite pour la première fois par Goutallier en 1994. C'est à ce moment-là où il a rapporté sa classification faite sur des coupes axiales de scanner avec 4 stades, pas d'infiltration graisseuse, quelques fines traces, plus de muscles que de graisse, autant de muscles que de graisse, et plus de graisse que de muscles au stade 4. Secondairement, il y a eu la même classification qui a été décrite par Fuchs avec l'IRM. En même temps qu'il y a une infiltration graisseuse, il y a souvent une atrophie musculaire et concernant le supraépineux, il y a le classique signe de la tangente lorsque le corps musculaire reste en dessous de la ligne tangente entre le bord de l'épine et le rebord supérieur de l'écaille de la scapule. Alors comment évolue cette infiltration graisseuse? On commence à avoir quelques notions. Alors là je parle uniquement de l'infiltration graisseuse sur les coiffes dégénératives sans notion traumatique. Vous voyez qu'à partir du début des symptômes, il faut en général 54 mois pour commencer à avoir au niveau du supraépineux une infiltration graisseuse de stade 2 et un signe de la tangente, et 84 mois pour avoir une infiltration graisseuse très prononcée. Pour l'infraépineux, c'est à peu près du même type, mais par contre, pour le subscapulaire, ça va beaucoup plus vite avec une infiltration graisseuse de stade 2 dès la 3e année d'évolution de cette rupture dégénérative. Donc pour terminer, il faut retenir qu'on peut considérer qu'une rupture de la coiffe est irréparable aujourd'hui en fonction de son histoire naturelle sur des éléments cliniques qui sont la perte de la rotation externe active, l'épaule pseudo-paralytique et une atrophie musculaire très marquée, et sur des éléments d'imagerie que sont le pincement sous-acromial, l'existence d'une arthrose ou l'existence d'une infiltration très sévère des muscles, comme vous pouvez le voir ici. Hamada a d'ailleurs décrit une classification des ruptures massives de la coiffe basée essentiellement sur la présence d'une arthrose, sur l'espace sous-acromial et sur une éventuelle nécrose de la tête, avec, vous le voyez ici, un espace sous-acromial conservé, ici un espace sous-acromial de moins de 6 mm, ici une néo-articulation acromio-humérale sans arthrose, ici avec une arthrose débutante au niveau de la gléno-humérale, ici avec une véritable acétabilisation, et enfin le grade 5 particulier, qui est en fait une rupture massive de coiffe associée à une nécrose de la tête. Et donc du stade 2 au stade 5, on peut considérer que la rupture de coiffe n'est pas réparable. Un traitement conservateur peut néanmoins être à peu près envisagé jusqu'au stade 3, alors qu'au-delà, c'est plutôt le domaine de la prothèse inversée. On peut traduire ça autrement sur ce petit graphique où on a la taille de la rupture en ordonnée et le temps qui passe en abscisse. Et vous voyez qu'au départ, donc, on n'a pas de rupture, avec un espace sous-acromial ici qui reste conservé.
puis au bout d'un moment, l'espace sous-acromial va se pincer, la rupture va devenir transfixiante, et à partir d'un certain moment, l'espace acromial va devenir inférieur à 7 mm, l'infiltration graisseuse de l'infraépineux va devenir supérieure à 2, et c'est à partir de là que la coiffe n'est pas réparable. Avant, elle peut l'être, mais bien sûr, pour être réparée, il faut que cette rupture de coiffe soit symptomatique d'une part, et si possible que l'âge du patient soit plutôt un âge assez jeune, en dessous de 65 ans. Donc pour conclure, retenez dans un premier temps que le débord latéral de l'acromion est vraiment un paramètre très important dans l'histoire naturelle des ruptures de coiffe des rotateurs, que cette rupture débute à la partie antérieure du supraépineux, ou plutôt à la jonction entre le supraépineux et l'infraépineux 15 mm en arrière de la gouttière du biceps, et qu'ensuite elle va s'étendre préférentiellement vers l'arrière, quelquefois vers l'avant, quelquefois des deux côtés, et que cela va modifier les données de l'examen clinique d'une part et de la décision thérapeutique d'autre part. Et voilà, c'est fini. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Bonne journée.